La distillerie La Favorite, c'est une très vieille distillerie, qui date de 1842. Donc ça, c'est les plus vieilles dates qu'on a retrouvées, mais peut-être que c'est même un peu avant même, on ne sait pas. Mais en tout cas, les plus vieilles dates qu'on a trouvées, c'est 1842. À la base, c'était une sucrerie, donc ça s'appelait la sucrerie de la Jambette. C'était l'habitation de la Jambette, donc d'où la zone de la Jambette qui se trouve en bas, qui faisait partie de cette habitation, d'accord. Donc les terres faisaient plus de 900 hectares et ça arrivait jusqu'à la mer, hein, d'accord. Et donc dans les années fin 1800, cette sucrerie, en fait, elle a fait faillite avec la chute du cours du sucre sur les marchés. Et mon arrière-grand-père, qui était agriculteur à Saint-Pierre, qui a perdu son exploitation en 1902 avec l'éruption de la montagne Pelée, a pu racheter cette distillerie, enfin cette sucrerie qui avait fait faillite en vente aux enchères. Et puis comme le sucre ça ne marchait plus, il a transformé la production de sucre vers une production de rhum agricole, qui était vraiment le produit qui était un petit peu en vogue à ce moment-là et qui commençait à fonctionner. Mon arrière-grand-père, qui a racheté ça en 1903, a modernisé en 1906. Donc toutes les machines que vous allez voir à l'intérieur datent de 1906. Okay, donc ce sont des très vieilles dames, d'accord. Donc ça demande beaucoup d'entretien. Alors c'est vraiment notre particularité, c'est que vraiment on a fait le pari de rester très authentique avec des machines qui sont très vieilles. Pourquoi? Parce que déjà c'est économique, on n'a pas d'électricité à payer, mais c'est pas que ça, c'est qu'en fait on est carrément écologique, on ne consomme pas d'électricité, pas de gasoil, on est vraiment autonome, on va produire notre propre énergie, donc qui est la pression de vapeur, avec notre propre combustible qui s'appelle la bagasse. D'accord. Donc la bagasse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fibre de la canne à sucre. Alors bien sûr, on a des rendements qui sont peut-être moins bons que certains, mais finalement, on a vraiment fait le pari de garder ce système-là pour se différencier des autres. Comme nous, on a une petite production, on va faire des fermentations très longues et on va les chouchouter, quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup moins de produits dedans, on va pouvoir faire des fermentations beaucoup plus naturelles. Et donc ça va permettre aux molécules d'alcool de bien s'accrocher avec ce qu'on appelle les alcools supérieurs. Et donc c'est tout ce qui forme le goût du rhum en fait. Donc on va avoir un rhum qui sera très parfumé à la sortie au bout de 3 jours minimum de fermentation. Comme vous voyez là-bas, on va stocker la canne à sucre derrière la distillerie. Et on a un engin, une espèce d'engin jaune là, que vous voyez, qu'on appelle le cane loader. Donc en anglais ça veut dire chargeur de canne. Il va venir prendre des poignées de canne dans le stock de canne à sucre et venir alimenter la distillerie. Donc en fait, il va alimenter la distillerie dans une espèce de trémie qu'il y a au fond là-bas. La canne à sucre va monter dans une espèce de tapis que vous voyez qui monte, qui arrive ici là. Dans ce tapis-là, il y a 2 séries de couteaux. Donc la canne va être découpée avant d'arriver dans les moulins. Les moulins, c'est ce que vous voyez ici là. Donc il y en a 3. Le premier là-bas où il y a le monsieur là. Le deuxième ici et le troisième là. Alors bien sûr, les moulins sont réglés de façon différente. Donc plus la canne va avancer dans les moulins, plus elle va être broyée. Donc on va extraire le jus. Le jus va couler en fait en dessous des moulins dans une espèce de grand canal qu'on a en dessous des moulins. Okay. Ensuite le jus va être filtré 2 fois. Une première fois en bas ici là, une deuxième fois en haut là, l'espèce de truc bleu que vous voyez là, c'est le deuxième filtre. Et ensuite le jus va aller par gravité dans les cuves qui sont là-bas pour la fermentation. Donc le jus va rester 3 jours en fermentation avant d'être distillé ensuite dans les colonnes à distiller que vous voyez derrière là-bas. Juste pour vous montrer, hein, il n'y a pas 30 secondes, ça c'était plein de jus. Hein. Donc en fait, vous voyez, c'est très sec, ça brûle bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre combustible. Hein. Alors, la bagasse, quant à elle, donc la fibre de la canne à sucre, quant à elle, va sortir au 3e moulin ici et va monter pour aller dans ce qu'on appelle la chaufferie. Donc la chaufferie, en fait, c'est tout ce que vous voyez qui est gris là-bas. Donc la chaufferie est composée de 2 chaudières et de 2 fours. Donc la bagasse, en fait, va tomber dans les 2 fours, va brûler. La chaleur qui sort des fours va passer dans les chaudières, va chauffer l'eau qui est dans les chaudières. Et à partir de 100 degrés, le stade liquide passe au stade gazeux. Le gaz étant plus léger que le liquide, le gaz va se loger dans la partie haute du ballon de la chaudière. Ça va monter en pression. Une fois qu'on a 8 bars de pression, on va libérer la vapeur pour ensuite l'envoyer dans chaque machine. Il faut savoir quelque chose, c'est que nous, à Favorite, on coupe notre canne entièrement à la main. On ne coupe pas du tout à la machine. On a fait le pari aussi de garder ce système de coupe vraiment artisanal et authentique pour se démarquer aussi de nos concurrents. Donc on va vraiment couper à la main pour garder aussi de l'emploi. Et puis il faut savoir aussi que la canne coupée à la main, elle va rester fraîche beaucoup plus longtemps. Et donc ça nous permet d'avoir une période tampon pour la passer beaucoup plus large. Là, donc en fait on a 10 cuves, donc ce sont des cuves qui font 35 000 litres. Okay. On remplit à peu près 3 cuves par jour. Et le jus va rester 3 jours minimum en fermentation. On va faire un système de fermentation naturelle ici. Donc en fait au départ, le premier jour de la récolte, c'est-à-dire au mois de février, on va ensemencer dans une première cuve de jus frais de la levure de boulanger. D'accord. Donc la levure en fait, pour ceux qui ne connaissent pas,
ce sont des organismes vivants et qui vont en fait se nourrir du sucre et fabriquer de l'alcool. Okay, et tant qu'il y a du sucre à manger, elles vont se multiplier. Et pour se multiplier, comme ce sont des organismes unicellulaires, elles vont se diviser, donc faire la division cellulaire. Donc en fait, en gros, elles vont se multiplier très vite. Se diviser, se multiplier très vite. Donc en fait, les levures qu'on va ensemencer dans cette première cuve-là, elles vont se multiplier, elles vont commencer à faire leur travail, à manger du sucre, à fabriquer de l'alcool. Et en fait, on va s'en servir comme cuve mère. Donc en fait, après, quand on va faire une autre cuve de jus frais, on va prendre un peu de cette cuve mère-là pour mettre dans la cuve de jus frais. Et on appelle ça du coupage, d'accord? Donc en fait, on va prendre le ferment, d'accord, pour le mettre dans une cuve de jus frais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, on ne laisse jamais mourir les cuves. Alors il faut savoir que la première cuve la première cuve mère qu'on aura fait, au bout d'un moment, elle va tomber. C'est-à-dire qu'en fait, les levures, elles vont mourir parce qu'il n'y aura plus du tout de sucre à manger dedans. Donc en fait, la cuve elle sera prête à être distillée. Donc en fait, la cuve mère ne reste jamais la même. Donc en fait, la dernière cuve qu'on aura ensemencée nous servira de cuve mère pour le lendemain et ainsi de suite, quoi. Vous avez vu, on a deux colonnes à distiller indépendantes l'une de l'autre. Donc on a une qui est entièrement en cuivre et une qui est, on va dire, 3/4 inox et 1/4 en cuivre. Alors, on va séparer le rhum des deux colonnes pour avoir deux rhums blancs à présenter. Un rhum blanc qui va être de plus grande distribution et un autre rhum blanc qui va être vraiment plus haut de gamme. Donc la colonne en cuivre pour faire le rhum haut de gamme parce qu'en fait, elle va couler du rhum de façon homogène toute la journée. Et cette colonne en inox avec notre rhum de plus grande distribution. Donc, alors le système de distillation, c'est le même pour les deux. Donc en fait, on va pomper le jus fermenté qu'on a fermenté donc avec les cuves que vous avez vu derrière. Donc on appelle le vin. Donc une fois qu'il y a de l'alcool dans le jus, on appelle ça le vin. Donc on va pomper le vin et on va l'envoyer par en haut de la colonne. Donc en fait, le système, c'est que vous avez vu, sur chaque cercle qu'il y a autour de la colonne, au milieu, il y a des plateaux de cuivre. Et sur chaque plateau, il y a 9 trous. Donc imaginez des plateaux de cuivre avec 9 trous sur les plateaux. Et sur 8 trous, il y a ce qu'on appelle des calottes. Les calottes, en fait, c'est comme des bols qui ont des petites pattes sur le bord du bol qui font 2 cm. Et les bols vont être retournés et déposés sur leurs petites pattes, chacune au-dessus d'un trou. Okay, et le 9e trou, par contre, a ce qu'on appelle le plongeur. Le plongeur, c'est un tube qui dépasse de 4 cm au-dessus du plateau et qui va descendre sur le plateau d'en dessous. Alors le système, en fait, c'est qu'on va envoyer le vin par en haut. Ça va remplir une première couche de 4 cm de jus sur le premier plateau du haut et ça va déborder par le plongeur pour aller sur un plateau d'en dessous et ainsi de suite en fait jusqu'en bas. Donc en fait le vin, lui, il descend de haut en bas en cascade en remplissant des couches de 4 cm de jus sur chaque plateau. Et puis par en bas, on va envoyer de la vapeur. Donc, la vapeur qu'on a fabriquée avec les chaudières là-bas, comme la vapeur c'est un gaz, la vapeur en fait elle fait que monter, d'accord? Donc en fait la vapeur elle va rentrer par les trous qui sont surlevés des calottes. Donc comme je vous ai dit, les calottes avaient des petites pattes qui font 2 cm, ça veut dire que le bord de la calotte est à moitié immergé dans la couche de 4 cm de jus. Donc en fait la calotte va permettre de répartir uniformément la vapeur dans la couche de jus qu'il y a sur chaque plateau. Okay, ça va faire bouillir chaque couche de jus. De cette ébullition, on aura un gaz qui va se former. Dans ce gaz, en fait, on aura de l'eau, de l'alcool et ce qu'on appelle des non-alcools volatiles et des alcools supérieurs. Dedans, en fait, c'est beaucoup de composés chimiques qui forment le goût du rhum. Okay, donc en fait, ce gaz-là, il va monter et il va se retrouver en tête de colonne. On va récupérer ce gaz-là et on va le faire refroidir dans tout le reste de l'alambic que vous voyez là. Donc ensuite, le rhum qui a été refroidi, il redevient sous forme liquide. Et ensuite, il va passer une espèce de serpentin d'eau froide, qu'on appelle le réfrigérant, pour lui redonner une température ambiante. Parce qu'il faut savoir que même liquide, le rhum, si jamais il est à plus de 45 degrés de température, eh bien en fait, si jamais on le sortait à cette température-là, eh bien en fait, les non-alcools volatiles et les alcools supérieurs se seraient évaporés. Et on aurait perdu tout le goût du rhum. Il faut savoir qu'ici, c'est vraiment le coffre-fort de l'entreprise. Parce que c'est du rhum qu'on a dépensé pour produire et on n'a pas encore eu retour sur l'investissement. Par contre, il prend de la valeur chaque année. Chaque année, le rhum prend 10% de valeur. Mais il y a un gros travail derrière. En fait, il faut savoir que le bois, il respire. Donc en fait, avec la chaleur qu'on a ici, surtout en Martinique, on a 8 à 9% par an d'évaporation. On appelle ça la part des anges. Les anges sont très gourmands chez nous. Qui dit part des anges importante, dit aussi houillage important. Le houillage, en fait, c'est qu'on va prendre ce qu'il faut, un fût, 2 fûts, 3 fûts, comme je vous disais tout à l'heure, du même compte pour combler le manque des autres fûts. Comme vous voyez là, l'espèce de bouteille que vous voyez ici, en fait, c'est ce qu'on appelle justement la bouteille de la Flébus. C'est une bouteille qui nous est vraiment personnalisée, c'est-à-dire que mon grand-père avait acheté le moule de cette bouteille. Donc on est vraiment les seuls au monde à l'avoir. Okay, donc elle est un peu déformée comme vous voyez là.
hein, donc c'est vraiment ce qui fait sa particularité. Donc on ne peut pas l'embouteiller à la machine, c'est vraiment tout embouteillé à la main. Okay, donc la mise en bouteille de cette bouteille est très artisanale. En fait, on va vraiment pomper un fût après l'autre, hein, pour un flibust, remplir la bouteille vraiment au compte-gouttes, okay, et bouchonner avec un bouchon liège et bois. On a Jocelyne qui est une opératrice qui va tremper le goulot dans la cire pour pouvoir cacheter la bouteille et ensuite étiqueter à la main, etc. Voilà. Donc c'est à peu près 5000 bouteilles par an pour l'instant. Aujourd'hui, c'est un produit qui se fait quand même très rare et il y a une demande énorme. On n'arrive pas à l'honorer. Pour vous dire un petit peu, les Japonais, eux, ils adorent les produits très haut de gamme, quoi, hein, d'accord? Et ils sont prêts à payer le prix, ils ne discutent même pas le prix. Et eux, ce qu'ils veulent acheter, c'est que ça, la Flibust, la Privilège, en fait, nos rhums vraiment haut de gamme. Et malheureusement, on est obligé de les brider, quoi, pour ne pas faire jeu de mots. On est obligé de les brider, on est obligé de leur dire non, ben écoutez, vous voulez 5000 bouteilles, non, vous en aurez que 200. On est obligé vraiment de limiter le marché pour pouvoir en donner un petit peu à tout le monde.